Si vous voulez bien, on va commencer la soirée. Monsieur le vice-recteur à la francophonie, monsieur le doyen, chers collègues et amis, chers étudiants, chères étudiantes, il me fait très grand plaisir, à titre de directeur du Centre de recherche sur les francophonies canadiennes, de vous souhaiter la bienvenue à notre première activité formelle pour l'année 2025-2026. On est à guichet fermé aujourd'hui et je tiens à vous remercier de votre présence en si grand nombre, mais aussi de l'appui que vous apportez toujours au CRCCF à nos projets et de bien des façons. Le choix du 25 septembre pour lancer nos activités annuelles n'était pas fortuit. Le 25 septembre, c'est la journée des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes, au cas où vous ne le sauriez pas. C'est aussi un anniversaire, celui du drapeau franco-ontarien, qui a 50 ans aujourd'hui même. Le drapeau a été hissé pour la première fois le 25 septembre 1975, donc, à Sudbury, mon lieu de naissance, plus précisément à l'université de Sudbury, où j'ai fait une partie de mes études de premier cycle, qui a été récemment refondée en tant qu'institution unilingue française et laïque, et où je suis également professeur associé, je l'ajoute très fièrement. Le drapeau a été créé par le regretté Gaétan Gervais, professeur, historien, et l'un des pionniers du champ des études franco-ontariennes avec l'aide de quelques-uns de ses étudiants. Gaétan Gervais, j'ai souvent eu l'occasion de le dire, a été pour moi un mentor, au sens fort du terme, celui qui a fait de moi un historien d'abord, et un historien de l'Ontario français et de la francophonie canadienne ensuite. La dette que je conserve encore envers lui est immense. Le fait que je sois tombé assez tôt dans cette marmite franco-ontarienne à Sudbury explique sans doute pourquoi je me suis tourné tout naturellement vers le CRCCF au moment d'arriver à l'Université d'Ottawa, il y a presque 30 ans, pour commencer mes études de doctorat. C'était au siècle dernier. Le CRCCF, c'était déjà une institution dans mon esprit, une institution entièrement vouée à comprendre la condition des communautés franco-ontariennes et franco-canadiennes sous toutes les coutures, et qui évoquait des noms comme ceux de Paul Wyszynski, de Pierre Savard et de Johan Griset. Une institution tout à fait unique en son genre et qui l'est restée. Je le dis sans fausse modestie, aucun centre de recherche au Canada ne partage précisément sa mission, celle du CRCCF, qui est de comprendre à la fois la francophonie canadienne et le Québec, selon une perspective interdisciplinaire, tout en étant le dépositaire de la mémoire documentaire de la francophonie ontarienne et canadienne par son service d'archives. On conserve ici plus de 600 fonds d'archives totalisant des milliers de mètres linéaires de documents, et tout en étant un centre d'activité éditoriale particulièrement actif par la publication de 3 revues scientifiques et de 2 collections d'essais universitaires en collaboration avec les presses de l'Université de l'Ottawa, qui sont donc dans le coin. Vous pouvez vous procurer tous les exemplaires de nos ouvrages. C'est un très gros mandat, donc, celui du CRCCF, dont la réalisation dépend du travail et de l'expertise d'un personnel hautement qualifié et dévoué, que je tiens à vous présenter quand même, ils sont presque tous dans le fond. À l'administration, Siam Benali, qui est là quelque part, Siam, qui est coordonnatrice de la recherche et qui remplace cette année Andréane Limoges, présentement en congé de maternité, qui serait censé même accoucher aujourd'hui. La France aussi Amédéo avec beaucoup d'impatience. Au secteur des publications, Olivier Lagueux, responsable des publications, et Kathleen Durocher, qui est quelque part, voilà, Kathleen, adjointe à l'édition, et qui remplace cette année Danica Gourgon, qui est au bout de la table et qui est en affectation temporaire aux presses de l'Université d'Ottawa. Au secteur des archives, Ghislain Thibault, responsable des archives, Christo qui est là, voilà. Alice Kokunibova, archiviste de référence dans le coin. Gergela Rosas, archiviste audiovisuel et photographie. Et Connor White, archiviste des systèmes. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à toute l'équipe du CRCCF pour son dévouement, son professionnalisme et pour l'appui indispensable qu'elle me donne tous les jours et souvent sans même que je m'en aperçoive. Avant d'aller trop loin, j'inviterai le vice-recteur à la francophonie de l'Université d'Ottawa, Yves Pelletier, un ami du CRCCF et mon compatriote de Sudbury, à prononcer quelques mots. Merci Yves de ta présence. Bonjour à vous tous. En cette belle journée du jour des Franco-Ontariens du 50e, merci de votre présence ici ce soir. Je commence avec les chaleureux regrets de notre rectrice Marie-Ève Sylvestre qui aurait voulu être avec nous ce soir,
mais le bureau des gouverneurs se rencontre présentement et il y a énormément de dossiers assez chauds à examiner. Alors, elle vous envoie ses regrets, mais elle aurait été ici. Pour ceux parmi vous qui ont entendu notre nouvelle rectrice s'exprimer sur la francophonie, vous avez entendu de belles choses. Elle a re-annoncé ce matin qu'elle a mandaté une professeure de la Faculté des sciences sociales de mener une réflexion sur la francophonie à l'Université d'Ottawa. Alors, un projet de recherche qui va avoir lieu sur les 2 prochaines années, qui va venir à la rencontre des étudiants, des administrateurs, du corps professoral, de la communauté interne au sens large et de la communauté externe. Alors, voilà déjà un engagement de notre nouvelle rectrice en la francophonie. J'ai hâte de voir cette transformation. Quand j'étais arrivé en poste, j'avais le rapport de la professeure Linda Cardinal qui m'a donné une feuille de route sur quels étaient les chantiers prioritaires. Et je signale la présence de Jean-François Venn, qui a été un co-auteur avec Linda Cardinal dans cette importante réflexion. C'est par ces réflexions que ça nous permet d'avancer. La deuxième chose qu'elle a annoncée, c'est qu'au sein du vice-rectorat Recherche et Innovation, elle a demandé à notre collègue Martine Lagacé d'ajouter les savoirs en français à son titre. Non seulement être responsable de la promotion et du développement des savoirs, mais avoir les savoirs en français. Quand on a fait l'annonce à nos collègues de la classe, ça a été une zone de réjouissance. Parce que même dans les universités québécoises, on ne voit pas les savoirs en français dans les titres de nos collègues. Alors voilà un autre dévouement de notre rectrice. Et le rectrice a fait énormément de clins d'œil que la francophonie et la gouvernance viennent main dans la main. Alors on s'entend tous d'avoir des nouvelles au cours des prochaines semaines. Je suis ravi d'être ici, non seulement parce que le CRCCF est un centre incontournable, je souligne aussi la présence de l'ancienne directrice du CRCCF, Lucie Hott, et Michel, qui continue son excellent travail. Le CRCCF est l'atome, un noyau important pour notre université. Michel a mentionné tous les archives que le CRCCF gère. C'est vraiment la voix et l'histoire de notre francophonie canadienne. Alors, on doit toujours venir appuyer le tout. Ce matin, en raison du 50e, il y a eu énormément de levées du drapeau. Notre journée a commencé à l'Hôtel de Ville, un événement qui a été transformé dans un événement à l'intérieur, où le maire a fait une déclaration de l'importance de l'Ontario français, l'importance du drapeau franco-ontarien. C'était un moment très mouvementé. Suivi par le deuxième lever du drapeau qui a eu lieu à l'Agora de l'université, encore une fois, un événement qui a été déplacé en raison de la météo. Mais pour ceux parmi vous qui étaient, je crois que c'était un événement très chaleureux puisqu'on était un peu plus renfermés. Mais il y avait quand même 400-500 personnes qui étaient autour de nous pour célébrer haut et fort la fierté de notre drapeau. Et pour la première fois cette année, le ministre Stephen Guilbeault a convoqué les députés francophones, non seulement franco-ontariens, mais tous les députés francophones, à participer au premier lever du drapeau franco-ontarien sur la colline. On va loin dans notre histoire. Le maire, ce matin, a mentionné qu'en 1984, il y a 6 étudiants de l'Université d'Ottawa qui se sont faufilés sur la toiture de Simard pour hisser pour la première fois le drapeau franco-ontarien. La rectrice a pris cet événement comme étant un événement très malheureux, mais le drapeau n'avait pas encore une acceptabilité sociale, même parmi la communauté franco-ontarienne en 1984. Donc, ce n'était pas une mauvaise volonté de la part des administrateurs de l'université de ne pas hisser le drapeau, c'est que le drapeau n'avait pas encore la place qu'il a aujourd'hui. Mais Dieu merci que les leaders franco-ontariens ont continué à militer pour que le drapeau soit reconnu. Et aujourd'hui, on doit être fiers de voir le drapeau franco-ontarien reconnu à la même hauteur que le drapeau ontarien. Alors, on a beaucoup cheminé comme communauté. Alors, je vous remercie d'être avec nous ce soir. Une belle table ronde qui parle de la mobilisation politique. On va parler du 50e de la Fédération canadienne des communautés francophones et acadiennes, mais on a déjà parlé par Michel du 50e du drapeau. Mais on ne peut pas oublier aussi que cette année, c'est le 50e de la FESFU, la Fédération des étudiants francophones. Alors voilà une autre belle occasion. Donc tout ce qui se passait dans les années 1975 sont mouvementés. Je suis en train de lire en sort de l'Assemblée législative en 1967 pour un projet de recherche. Et ce que j'ai découvert, c'est le député d'Ottawa, Horace Racine, avait proposé à l'Assemblée législative que pour un projet du centenaire, que les Franco-Ontariens devraient avoir accès à la 11e et à la 12e année gratuitement comme scolarité en Ontario. Imaginez comment loin on est évalué maintenant qu'on a des collèges par et pour les francophones, des universités par et pour. Et pour défendre la place de la francophonie, Horace Racine s'est dit très clairement, on va proposer ça comme un projet du centenaire de la Confédération canadienne.
On est complètement dans un autre monde. Et Dieu merci qu'on est tous là pour continuer à militer pour le succès des communautés francophones en situation humanitaire. Je m'arrête là. Comme Michel, historien, on peut parler longuement, mais je m'arrête là. Et je vous souhaite un excellent lancement de la programmation du CRCCF. Merci donc pour ta présence. J'inviterai maintenant un autre ami du centre, le doyen, le nouveau doyen de la Faculté des Arts, Marc Charon, qui vient pas de Sudbury, à nous saluer à son tour. Merci là, encore une fois, de ton Merci, Michel. Donc, oui, merci, Michel, de m'avoir invité. Chers panélistes, chers collègues, chers étudiants, mesdames et messieurs, c'est pour moi, aujourd'hui, un immense plaisir. Cette journée a débuté comme l'a fait référence Yves ce matin à l'Agora. C'est un magnifique événement et une magnifique journée. Et donc, pour clôturer, pour moi, c'est un immense plaisir, au nom de la Faculté des Arts, de vous souhaiter la bienvenue à cette soirée du lancement de la nouvelle saison du Centre de recherche sur les francophonies canadiennes, mieux connu sous le nom de CRCCF. Aujourd'hui, nous célébrons, bien entendu, 2 anniversaires, mais là, 3 anniversaires marquants, celui de la Fédération étudiante, celui de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada et celui du drapeau franco-ontarien. 2 symboles forts, porteurs d'histoire, mais aussi d'avenir. Le CRCCF occupe une place unique au sein de notre université et de notre faculté. Il est à la fois mémoire, lieu de savoir et catalyseur de réflexion. Ses archives, ses publications, ses activités scientifiques contribuent à nourrir notre compréhension des francophonies canadiennes et à faire rayonner la recherche en français. Or, investir dans la recherche et dans les programmes en français, ce n'est pas seulement une question académique, une affaire d'universitaire. C'est une responsabilité collective, un engagement envers notre identité, notre culture et notre avenir. C'est aussi transmettre aux nouvelles générations de francophones qui s'affirment chaque jour, qu'elles soient nées ici ou qu'elles soient venues d'ailleurs. Cette francophonie, de plus en plus riche et diversifiée, s'inscrit désormais dans une dimension internationale qui touche à la fois le monde académique, la recherche, mais aussi les milieux économiques et culturels. Donc, je vous disais, j'ai eu la fierté ce matin de participer à l'activité de levée du drapeau, levée virtuelle du drapeau à l'Agora, ici même à l'université. Un acte symbolique qui est un rappel constant de l'identité de notre université et de son patrimoine. Il nous rappelle que tout autour de nous se trouve une histoire profondément franco-ontarienne, une histoire qui continue de nous inspirer et de nous guider. La Faculté des Arts est fière d'appuyer le CRCCF dans sa mission. Nous savons que la recherche, les débats, les découvertes et les collaborations qui naissent ici, enrichissent non seulement notre campus, mais aussi l'ensemble de la société. En cette journée des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes, rappelons-nous que le drapeau levé pour la première fois, on l'a mentionné déjà 2 fois, et à 50 ans, à Sudbury, continue de flotter comme un signe de résilience, de solidarité et d'espoir. Et ce soir, en vous voyant ici à l'Assemblée, je me dis que ce souffle est bien vivant, ici et maintenant. Je vous souhaite une excellente soirée, d'excellents échanges, soirée pleine de discussions stimulantes et de belles découvertes. Merci au CRCCF, à son directeur, à son équipe pour leur travail exceptionnel et merci à vous toutes et tous de faire partie de cette aventure collective. Bravo et excellente soirée. Aujourd'hui, les 50 ans du drapeau. 2025, cependant, c'est aussi l'année de plusieurs autres cinquantenaires, celui de la FESFO, Yves l'a mentionné il y a quelques instants, donc la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, celui aussi de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, la FCFA. Il faudra faire un projet sur le moment 75 dans la francophonie ontarienne et canadienne, peut-être éventuellement. La FCFA a été fondée donc il y a 50 ans en réponse à la nécessité exprimée par les communautés francophones en situation minoritaire
de se tailler une nouvelle place sur l'échiquier politique canadien dans un contexte idéologique et institutionnel alors en pleine reconfiguration. En 1975, la Révolution tranquille au Québec et ailleurs au Canada français, faut dire, venait tout juste d'avoir lieu. C'était tout tôt encore. Le mouvement indépendantiste québécois était en pleine ascension et annonçait le déclenchement d'une crise constitutionnelle sans précédent qui allait se prolonger jusqu'à la fin du siècle. Les anciennes solidarités nationales, celles du Canada français dans sa forme historique, semblaient s'être écroulées. La FCFA s'appelait d'ailleurs la Fédération des francophones hors Québec, la FFHQ, au moment de sa fondation, une désignation qui signifiait un important changement de paradigme politico-identitaire, sans toutefois que cela l'ait empêché de manifester beaucoup de sympathie à l'endroit de l'affirmation nationale du Québec. On a parfois tendance à l'oublier. Mouvement de combat, de représentation et de revendication, la Fédération a été depuis 50 ans de tous les combats, donc, de la francophonie canadienne, en essayant de transcender, parfois difficilement, la très grande diversité des rapports de force qui caractérisent ces communautés membres d'un bout à l'autre du pays. On va dire que diriger la FCFA, c'est un peu un travail d'équilibriste. Le prétexte du cinquantenaire était parfait pour consacrer notre première activité de l'année à une table ronde réunissant des militants, militantes de la FCFA, actuels et anciens, et pour leur demander de nous entretenir de leurs expériences à la Fédération. On va vous les présenter et leur céder la parole dans un instant, mais je tiens d'abord à remercier très chaleureusement ma collègue et amie Anne Gilbert d'avoir organisé cette table ronde pour nous. Anne, vous le savez, est professeure émérite au département de géographie de l'Université d'Ottawa, grande spécialiste dans le champ des études franco-canadiennes et l'une de mes illustres prédécesseurs à la direction du CRCCF, avec Lucie Hotz. Elle a même été un peu mêlée à une certaine époque aux activités de la FCFA. Il nous semblait que personne, donc, n'était mieux placé qu'elle pour mener cette discussion avec nos invités. Merci, Anne, de ta présence et de ta collaboration. Je te cède la parole, je me tais pour que tu puisses diriger cette discussion. Merci, Anne. Merci. Je vais me lever pour vous introduire 4 participants, 4 époques. Hein? Celle de la naissance et de l'affirmation de la FFHQ des années 75-84 avec M. Hubert-Gauthier. Né à Saint-Boniface, il a d'abord travaillé à la Société franco-manitobaine puis au ministère de l'Éducation du Manitoba, premier président de la FFHQ. Il en a aussi été directeur général. Il va vous raconter probablement comment ça s'est fait. Il a ainsi participé à la préparation des héritiers de l'Ordre de l'âme, qui a été une pièce majeure de l'histoire de la FFHQ. De nombreuses lettres signées par Hubert Gauthier sont dans les archives. En fait, il a été hyper actif pendant son séjour. Deuxième grand participant, celle à l'ère des grands rassemblements de la mobilisation, les années 85-94, Aurel Thériault, qui lui est né à Baie-Sainte-Anne, au Nouveau-Brunswick, qui a travaillé au gouvernement du Nouveau-Brunswick, puis dans le milieu associatif acadien et au Brunswickois. Il était directeur général de la FFHQ de 86 à 91, une époque où la FFHQ avait le vent dans les voiles, une époque très tendue au plan politique, et c'est grâce à lui que la francophonie canadienne, grâce à lui aux équipes qu'il a mis en place, la francophonie canadienne a pu faire tant de chemin. Lui aussi va vous raconter un peu mieux sa contribution. Une autre époque, plus près de nous, l'ère du dialogue, les années 95-2004, on a découpé un peu l'histoire de la FCFA en grands moments. Lise Routier-Boudreau, née à Kapuskasing, celle-ci, cette enseignante de formation a été présidente de l'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens de 1999 à 2004, avant d'être élue comme vice-présidente puis présidente de la FCFA de 2007 à 2009. Avec Lise, a été l'ère du Sommet des communautés francophones et acadiennes qui a eu lieu en juin 2007. C'est aussi une époque où on a fait des rapprochements nouveaux avec le Québec et c'est grâce à elle que tout ça a pu se faire. Quatrième participant, et là on se rapproche d'aujourd'hui, en fait, celle de l'inclusion, de l'ouverture. Depuis les derniers 20 ans, notre ami Alain Dupuis a accepté d'être là. Puis en fait, je dois dire que je suis époustouflée d'avoir pu
réunir à cette table toutes ces personnes qui ont accepté généreusement de se joindre à nous. Moi, j'ai les jambes sciées avec ça. Alain Dupuis, DG de la FCFA depuis 2017. Originaire de Sudbury, en fait, on a un bon éventail de l'origine. Bon monde de Sudbury. Bon monde. Alain s'est d'abord impliqué au niveau du réseau jeunesse. On l'a connu comme ça, à titre de président de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, directeur général fondateur du regroupement étudiant franco-ontarien, grâce auquel on a fait d'immenses progrès au niveau universitaire, notamment. Alors, il est avec nous et on le remercie d'être là. Et au bout de la table, ce n'est pas un grand leader de la FCFA, c'est un grand leader du monde de la recherche. Danica Gourgon est une jeune docteure en histoire, diplômée ici de l'Université d'Ottawa. Sa thèse défendue avec brio a porté sur les fins de l'école française dans les communautés minoritaires franco-canadiennes, telles qu'on les débattait dans l'espace public. Elle s'est intéressée aux positions défendues par plusieurs organismes provinciaux depuis 1969, mais aussi au discours de la FFHQ, FCFA dans ce dossier-là. En fait, elle connaît très bien l'histoire de l'organisme et on lui a demandé de commenter les interventions de nos 4 panélistes. Alors, à la fin de la table ronde, qui durera 1 heure, on donnera une quinzaine de minutes à Danica pour nous faire part de ses commentaires sur ce qu'elle a entendu. On essaiera de vous offrir un petit moment de questions, mais on m'a dit qu'il fallait que j'embraye, mais de toute façon, on commence une demi-heure trop tard, on va se permettre de faire ce qu'on a à faire. Danica a été la commissaire invitée d'une exposition qui a porté sur la SELF en 2022, les 75 ans de la SELF. Vous pouvez la voir en ligne et vous pouvez voir aussi sa grande perspicacité. Alors, la table ronde va durer 1 heure. Moi, je vais me permettre de leur poser des questions. C'est plus sous le format d'une conversation que d'une série de présentations décousues. Alors, une conversation, il y aura 3 moments. Premier tour de table, je vais demander à ces gentils panélistes de se présenter, de nous dire quels ont été leurs rôles, responsabilités à la FFHQ, FCFA, des liens qu'ils ont gardés avec l'organisme aussi depuis qu'ils l'ont quitté officiellement, mais on ne quitte jamais officiellement le réseau franco-canadien. Je pense qu'ils ont été de près ou de loin mêlés à d'autres avancées d'autres époques. Dans un deuxième tour de table, je vais leur demander à chacun de raconter un événement, peut-être 2, s'ils sont sages du point de vue du temps, qui ont marqué leur passage. Quels ont été le contexte? Quel a été le contexte dans lequel ces événements ont eu lieu? Comment ils l'ont vécu? Qu'est-ce qu'ils voudraient nous apprendre sur la façon de travailler de l'organisme? Comment les choses se passaient dans les coulisses et aussi devant les caméras? Et finalement, on va leur demander la plus difficile question. Quel est leur avis sur les opportunités et défis de l'organisme pour l'avenir? Alors, on commence? Alors, l'ordre est tout à fait au hasard. Je pense qu'il n'y a pas d'ordre indiqué, mais quand même, il faut se présenter. Je pense qu'on va commencer par la personne qui est là depuis le plus longtemps, qui est M. Hubert Gauthier. Voulez-vous nous dire qui vous êtes? Ben, vous l'avez dit. Dans le monde de l'enseignement, on apprend qu'il faut répéter 3 fois. Ouais. Alors, vous avez encore 2 fois. Okay, ben, écoutez, comme vous avez entendu, je suis un franco-manitobain. Souvent, je dis que je suis un héritier pas de Lord Durham, mais de Louis Riel. Moi, le rôle que j'ai joué essentiellement, en étant directeur général de la Société franco-manitobaine, qui était une des organisations qui a été à la création de la FFHQ, j'ai joué un rôle important, je dirais, avec d'autres que je vais nommer tantôt, pour la création d'un organisme national. J'en ai été, comme vous avez dit, le premier président. Et juste peut-être une petite question cocasse, j'ai été le premier directeur général parce qu'il n'y avait personne qui voulait ce job-là. À ce moment-là, il faut se mettre à l'époque où on créait quelque chose de complètement nouveau et qu'il n'y avait pas grand monde qui voulait prendre le risque de se garrocher dans cette sorte d'aventure-là. Donc, mes collègues, à l'époque, on avait 26, 27, 28 ans, on était jeunes. Puis là, ben moi, j'étais marié, j'avais 2 petits mousses. Ça voulait dire partir de Winnipeg et déménager à Ottawa. C'était pas une petite décision, en tout cas en ce qui me concerne.
Mais finalement, l'aventure m'a eu et j'ai décidé de plonger. Et donc, comme ça que je suis devenu directeur général, encore une fois, parce que personne ne voulait la job. Donc, pas de mérite, 2020. Et puis là, ben, après ça, ben, on a sorti nos pelles, puis nos râteaux, puis on a bûché pour mettre ça en place. Peut-être vous dire, la plupart des gens de mon époque, et moi aussi, on était formés comme des organisateurs communautaires, la plupart. Donc, pas des professionnels nécessairement dans des domaines particuliers, mais beaucoup, je dirais, des professionnels dans l'organisation communautaire. Moi, par exemple, j'ai pris ma formation au Québec, entre autres. Le Mouvement des Jardins formait des animateurs communautaires. Puis au Manitoba, on avait une connexion avec Chicago et on avait rencontré des organisateurs communautaires un peu plus agressifs, un peu que même les Québécois étaient. Donc, on est issu de deux écoles. Je pense que c'est important de se rappeler ça. À l'époque des années 70, il faut bien situer ça dans le contexte. Merci. Monsieur Thierry. Moi, mon nom c'est Aurel Thériault, je suis un fier Acadien du Nouveau-Brunswick. Mon implication, je ne vous raconterai pas toutes mes expériences de travail, mon implication, ça prendra bien trop de temps. J'ai commencé comme conseiller scolaire au début des années 70 et j'ai été impliqué dans la première création du conseil scolaire uniquement francophone, parce qu'on a vendu que c'était bilingue dans les années 70. J'ai passé 5 ans comme directeur général de la Société des Acadiens durant leur premier référendum et durant, je dirais, une crise perpétuelle à la Fédération. Ces 5 dernières années-là, pas parce que le travail était pas important, mais parce que le contexte avec le référendum québécois, avec les négociations constitutionnelles, avec la question de l'article 15, etc. Et après ça, l'arrivée de Mulroney au pouvoir avec, en tout cas, pour les 10 ans, j'ai eu, après ça, j'ai fait 5 ans comme directeur général de la Fédération, mais j'ai fait au moins 10 ans où j'ai été impliqué assez directement aux activités et aux enjeux de la Fédération. Et après ça, j'ai continué comme consultant. J'ai créé ma propre boîte, puis j'ai continué à viser, travailler sur beaucoup de projets qui impliquaient la francophonie. Donc, j'ai continué pour un autre. J'ai contribué à réfléchir sur le dialogue dans les années 90, etc. Donc, et j'ai dirais jusqu'à 2005, j'ai resté assez impliqué. J'ai continué de demeurer intéressé, mais les 15 dernières années, j'ai fait pas mal de mon travail, je dirais, à l'international, mais toujours avec, je dirais, la francophonie tatouée à mon cœur. Donc, ça me fait plaisir lorsqu'elle m'a invité pour venir passer 1 heure avec vous ce soir. Et vous, Lise? Oui, moi je suis de Kapuskasing, encore plus au nord que Sudbury. Mais j'ai fait mes études en partie à Laurentienne à Sudbury et ici à Ottawa, à l'Université d'Ottawa. Je suis enseignante de profession et j'ai travaillé à l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens comme présidente. Et je vous dirais que c'est là où j'ai pu acquérir les habiletés dans la revendication, dans la négociation, dans le travail de coulisses avec les gouvernements et qui m'a beaucoup servi lorsque je suis arrivée à la FCFA. Alors, quand j'ai quitté la FO, il m'apparaissait, j'avais encore plein d'énergie. Mon mandat était terminé, on ne pouvait pas renouveler, c'était des mandats fixes. Alors, j'avais encore l'énergie et le goût de m'engager toujours en francophonie. J'ai toujours eu l'occasion d'enseigner dans des écoles de langue française, même si je suis allée au secondaire en anglais parce qu'il n'y avait pas d'école de langue. Il n'y avait pas de secondaire en français à l'époque. Alors, j'ai eu ce privilège-là de toujours pouvoir travailler en français. Les derniers 10 ans, j'ai été présidente du centre d'évaluation, le CLE. Et j'ai été présidente du comité de gouvernance à la cité collégiale. Alors ça, c'est un peu mon parcours. Depuis quelques années, je suis à la retraite. La transition s'est très bien faite.
J'ai 10 petits-enfants. On aime beaucoup voyager. J'ai un arrière-petit-fils qui va arriver dans les prochains jours. Alors, c'est ça. La vie est remplie. La vie est remplie, bien remplie. Vraiment choyée. Merci. Et voilà. Bonjour tout le monde, Alain Dupuis, originaire de Sudbury, en effet. Et moi, bon, disons, l'heureux chanceux d'avoir eu des fondateurs avant moi. Je suis arrivé à la FCF en 2017. Moi, mon parcours, c'est un parcours d'implication jeunesse et de militantisme jeunesse. Donc, j'ai été président de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne lorsque j'étais au secondaire. Cette organisation a été très importante dans ma vie, dans mon parcours, parce que c'est une organisation qui disait aux jeunes et qui dit toujours aux jeunes, vous avez quelque chose à dire, dites-le. Peu importe les mots, peu importe la manière de faire, ayez confiance que vous avez quelque chose à dire. Et ce message-là, je pense qu'il continue à être porté par le réseau jeunesse, on est une fédération nationale, mais dans chaque province et territoire aussi, il y a des jeunes impliqués qui reçoivent une formation en leadership assez importante qui, je pense, change des vies et qui font en sorte que moi, dès un jeune âge, dès l'âge de 16 ans, j'étais président d'un organisme provincial. Et une des premières choses que j'ai eu à faire comme président, c'est d'aller au 30e étage d'une tour à Toronto pour rencontrer Bob Ray pour lui demander une université franco-ontarienne avec quelques lignes au bout d'un papier. Je savais pas ce que je faisais. Mais je raconte ça parce que c'était formateur. Je ne suis pas pour vous dire que j'ai pas eu peur et que j'ai pas encore peur quand je suis devant des grandes autorités, mais le mouvement jeunesse pour moi était important et ensuite m'a amené au post-secondaire pour voir qu'après le secondaire, il n'y avait pas nécessairement une organisation qui portait la voix des étudiants du post-secondaire franco-ontarien. Donc, on a créé le regroupement étudiant franco-ontarien en 2008. Et c'est une organisation qui a joué un très grand rôle dans la création de la première université de langue française indépendante en Ontario. Et ça aussi, ça a été toute une aventure politique. Nous, on parlait de cette université-là quand c'était pas cool de le faire, quand les gens qui s'étaient battus pour les conseils scolaires et nos collèges nous disaient on les a eu ces affaires-là, mais une université, on ne sait pas si on est prêt, on ne sait pas si on va être capable. Puis nous, les jeunes, on avait le luxe peut-être de dire, on va y aller pareil. Puis si c'était vrai pour vous, ça va être vrai pour nous. Puis aujourd'hui, j'ai quitté le REFO pour arriver à la FCFA quelques mois avant qu'on annonce l'UOF pour la première fois. Parce qu'il y a une deuxième fois aussi. Mais bon. Et donc, en 2017, j'arrive, c'est tout le début du gouvernement Trudeau, après l'époque Harper, qui avait quand même été pas mauvaise, mais pas nécessairement une période de développement pour la francophonie. Madame Gauthier-Boudreau pourra certainement en parler. Alors, est-ce que vous voulez continuer, Alain, nous parler justement de la FCFA où vous êtes depuis presque 10 ans, 8 ans, précis. Est-ce qu'il y a des moments particuliers depuis 8 ans qui marquent votre mémoire déjà, même si c'est jeune mémoire? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous aimeriez nous entretenir? Qu'est-ce que c'est la FCFA aujourd'hui et qu'est-ce que vous y faites et comment ça se passe? Il y a la FCFA aujourd'hui, c'est 25 employés. Donc, c'est quand même une belle grande équipe qui a beaucoup grandi dans les dernières années. Donc, on est allé chercher des capacités beaucoup plus grandes dans les dernières années pour faire du développement, mais aussi, je pense, c'est important de reconnaître que faire de la politique aujourd'hui, c'est probablement très différent et où on doit beaucoup professionnaliser notre démarche, collecter des données probantes pour faire des preuves. Là. Donc, on est beaucoup moins je pense que les gouvernements entendent moins des groupes qui ne font que dire sur la place publique ce qu'ils ont besoin. Aujourd'hui, il faut vraiment être dans la recherche, dans des argumentaires structurés. Et ça requiert beaucoup plus de gens, je pense, pour faire ce type de travail-là. Mais le faisait avant. Avec très, très peu de moyens, en effet. Et donc, aujourd'hui, je dirais que c'est peut-être la chose, on est moins un réseau peut-être qui uniquement sur des bénévoles, puis aujourd'hui, beaucoup plus sur des professionnels qui travaillent dans cette organisation.
à temps plein. Cela dit, deux grands dossiers dans les dernières années pour nous, ça a été la modernisation de la loi sur les langues officielles. Première fois qu'on rouvrait la loi dans une génération de façon importante. Évidemment, il y avait eu le sénateur Gauthier avec quelques modifications au début des années 2000, mais cette loi-là n'avait pas été modifiée depuis plus de 30 ans. Et ça c'est pas fini, 8 ans plus tard. Ça a été mon premier dossier, c'est le dossier, je ne sais pas si ça me hante, mais presque, parce que c'est jamais fini. Ça a pris 6 ans et demi moderniser cette loi-là. On a eu 3 discours du trône qui nous ont promis une modernisation de la loi. Et je pense que c'est une chose qui n'est pas connue, c'est tout le travail en arrière pour arriver à moderniser une loi quasi constitutionnelle. On les a comptés, les rencontres. C'est 600 rencontres de lobbying qu'on a eu à faire sur 6 ans et demi. Ça, c'est celles qu'on a enregistrées au registre. Pour convaincre un gouvernement allié d'adopter une loi moderne et avec plus de dents. Et donc, elle a été adoptée en 2023. Et 2 ans plus tard, on attend encore les règlements pour mettre en œuvre cette loi-là. Ça va prendre une autre année et demie probablement pour arriver là. Donc, moderniser la loi, ça va avoir probablement pris une dizaine d'années, une décennie, pour arriver à une loi avec tous les instruments qu'on a besoin pour sa mise en œuvre. Donc, c'est pour dire que c'est pas simple et ce sont des dossiers de longue haleine. Je pensais peut-être naïvement au début qu'on allait faire ça en 2-3 ans. Puis, c'est pas vrai. Mais on aura une loi moderne avec beaucoup plus de leviers, je pense, que la loi qu'on avait précédemment. Mais comme on le sait, il va falloir faire notre bout de chemin au niveau politique pour convaincre encore les députés à vouloir la mettre en œuvre et changer la culture des institutions fédérales qui pourrait prendre un bout de temps. Le deuxième dossier, rapidement, je pense que sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est le dossier de l'immigration francophone. Et celui-là, je pense qu'il a presque été plus complexe à faire bouger le gouvernement fédéral que la loi sur les langues officielles. Vous le savez, il y avait depuis 20 ans une cible de 4% d'immigrants francophones hors Québec et on n'atteignait même pas 2% pendant 2 décennies. Et ça, c'est un dossier qu'on a eu justement à mobiliser des données probantes, à faire des projections démographiques pour montrer ce que ça veut dire renverser le déclin du français. Parce que la nouvelle loi sur les langues officielles promet de rétablir le poids démographique des francophones en Québec à ce qu'il était en 1971. Donc, 50 ans de réparation, notamment grâce au levier de l'immigration. Et c'est pas rien dire. En quelques années, ça aussi, on est passé de près 8 000 personnes immigrantes francophones à 30 000 immigrants de langue française qui s'établissent hors Québec l'année dernière. Et on doit continuer. Nos études montrent qu'on devrait avoir à peu près 40 à 50 000 francophones qui s'établissent dans les provinces et territoires pour réellement changer la trajectoire démographique de nos communautés. C'est pas fini, mais on sera là. Ça va fonctionner parce qu'en ce moment, on entend tellement de désir de plafonner. Ben, en fait, puis je pense que c'est quand même quelque chose. La loi sur les langues officielles et la politique d'immigration francophone qui a été adoptée, pour la première fois, oblige le gouvernement à avoir une politique différenciée pour la francophonie. Et donc, en ce sens, je pense qu'on va être capable de mobiliser les nouveaux outils et obligations pour dire, OK, ben oui, si on fait un cap sur les seuils globaux d'immigration et ça a un impact négatif sur la francophonie, bien, on aura adopté une politique différente pour la minorité francophone. Merci. Merci. Madame Gauthier, est-ce que vous aimeriez nous parler de... Oui, moi, je suis arrivée en 2006 à titre de vice-présidente et c'est là qu'on a commencé avoir une réflexion sur la nécessité de tenir un sommet. Puis, ça se voulait pas le sommet de la RCFA, mais un sommet des communautés francophones et canadiennes et acadiennes. Et ça fait les grands positionnements, dont les héritiers de Durham, et le dessin 2000, ça datait depuis déjà plusieurs années. Alors, on s'était dit, ben, il est peut-être le temps qu'on entame une grande réflexion sur les orientations qu'on veut pour la prochaine décennie.
Et c'est comme ça qu'est née l'idée de tenir un sommet. Au départ, ça a été un peu difficile à faire embarquer les gens parce que le projet était ambitieux, puis les gens disaient, ben où est-ce qu'on va prendre les ressources, puis le temps pour faire ça, parce que ça demandait beaucoup d'investissement de temps et d'argent. Donc, on a entrepris une grande consultation pan-canadienne et on avait préparé un document de réflexion et on demandait aux gens de se mobiliser, d'imaginer et de voir comment on pouvait agir dans différents dossiers. Alors, on a entendu les doléances d'un peu partout au pays. C'est sûr qu'il y avait des différences régionales, mais finalement, les grands enjeux étaient les mêmes. L'immigration, l'exogamie, le manque de ressources, l'épuisement professionnel, le manque de gens sur le terrain. Alors, on a rassemblé tout ça et lors du sommet, il y avait au-delà, tout près de 800 personnes, Serge, je pense. Et puis, on s'est attardé à ça. Ça a été un grand moment, très apprécié. Et c'était pas seulement les membres de la FCFA qui étaient invités, mais l'ensemble des francophones qui voulaient bien y participer. Et ça, c'était intéressant aussi parce qu'on avait une perspective de l'extérieur du réseau de la FCFA. Et à la fin du sommet, on a 33 organismes qui se sont engagés formellement. C'est un beau moment du sommet à signer un engagement de travailler en concertation et en collaboration. Parce qu'on ressentait de plus en plus, avec tous les acquis qu'on avait accumulés au cours des années, que les gens travaillaient de façon en réseau et non pas, il n'y avait pas d'arrimage. Les gens n'avaient pas le temps de se concerter finalement. Et alors, suite au sommet, d'autres organismes ont fait appel pour pouvoir se joindre justement à la FCFA et à son mouvement. Alors, ça a été un grand succès. J'en suis très fière. Et ça a créé aussi le forum, ce qu'on appelle aujourd'hui le forum des leaders. Et je pense que vous vous rencontrez encore régulièrement, où les gens prennent le temps de justement discuter des grands défis, des grands enjeux et comment agir, quelle stratégie prendre pour être en mesure d'avoir un impact. L'autre élément dans mon parcours qui a été moins agréable, quand on disait que c'était la période du dialogue avec le gouvernement de l'époque, c'était un dialogue de sourds, je vous avoue. Ça a été difficile. On a aboli le programme de contestation judiciaire. Et ça voulait dire que plusieurs des gains qu'on a faits tout au long de ces années-là ont passé par le processus judiciaire et on avait un appui de la part de ce programme-là pour être en mesure d'aller aux tribunaux. Et en abolissant le programme, ça causait un tort énorme, énorme à notre francophonie. Alors, on a fait, je ne sais pas combien de rencontres pour tenter de faire changer le gouvernement d'idée, pour essayer de remettre sur pied le programme de contestation judiciaire qui avait déjà été aboli, qui avait été remis par la suite par le gouvernement suivant. Mais on n'a pas réussi. Alors, c'est là qu'on a décidé, pour faire un recours. Alors, on est allé en cours. Et puis, on était très confiants qu'on était pour avoir un jugement favorable. Mais un jugement favorable ne garantissait pas la remise du programme de contestation judiciaire comme on le connaissait. Et ça pouvait vouloir dire qu'on soit obligé d'aller en appel. Ça voulait dire encore des années sans programme et avec encore la nécessité de ressources supplémentaires. Et juste à la veille du jugement, tard le soir, je reçois un appel de la part du gouvernement pour une rencontre, à savoir si on serait intéressé à entendre leurs propositions.
ça a été une décision difficile parce que le conseil d'administration, on avait pris la décision qu'on s'en allait devant les tribunaux. Alors, ça a été une décision très déchirante pour le conseil d'administration, à savoir si on acceptait ou non une entente hors cours. Et finalement, la décision a été oui, parce qu'on s'est dit, d'abord, on a réussi à négocier un programme qui ressemblait à celui qu'on avait, mais qui ajoutait une étape de médiation. Et ça, c'était inquiétant pour certaines de nos organismes. On était inquiet que c'était pour prolonger les délais. Et ça n'a pas été le cas finalement. Et on a réussi à doubler l'enveloppe budgétaire qui était dédiée au programme. Alors, on a accepté l'offre et ça a été un autre grand moment de mon parcours à la RCFA. Merci. Mais encore aujourd'hui, je pense qu'on a pris la bonne décision parce que le programme fonctionne très bien et on avait l'appui du gouvernement qu'on souhaitait élu, qui était pour le remettre en place. Alors, ça s'est bien terminé. Là, ce que j'entends, des rencontres, Toujours des des appels rencontres. par le soir. Vous aurez. Moi, ce sera beaucoup moins de rencontres. Je vais commencer un petit peu ma présentation en disant c'est que le monde a bien changé. Lorsque j'écoute Alain, j'écoute Annelise, moi, mon séjour hyper actif dans la francophonie sur une période de 10-12 ans, les choses bougeaient beaucoup plus, je dirais, rapidement. Et c'est en partie parce que le rôle des leaders et des communautés francophones quand même était important et il était efficace dans leur travail. Mais deuxièmement, on avait une conjoncture, je dirais, politique qui était très, très favorable. Moi, je vais vous parler de deux dossiers qui, d'après moi, ont eu beaucoup d'importance sur la francophonie, continue d'en avoir, mais je vais me référer à 5 contextes durant 80-90 qui ont forcé, si vous voulez, un peu la fédération à jouer un rôle de leadership important pour l'avenir de la francophonie. Le premier, c'était le référendum de 1980 au Québec. Ça a forcé une réflexion et, je dirais, un approfondissement de qui nous sommes et qu'est-ce qui nous voulons être, et aussi de comment se positionner avec la majorité francophone québécoise sur le territoire canadien. Donc, ça, c'était une. Deuxièmement, il y a eu le rapatriement en 82. Évidemment, encore, dépendant qui en parle, quel historien, quel journaliste, dépendant quel politicien ou parti politique, ça a eu une grande influence, premièrement, sur l'avenir du système de l'éducation de l'article 15 dans la Constitution qui a permis, qui a été vraiment le début de légaliser sur le plan pan-canadien, je dirais, pas seulement le droit d'avoir des écoles, mais le droit aussi d'avoir des systèmes qui appuyaient l'éducation, les systèmes d'éducation partout au Canada. Donc, mais les enjeux de la Constitution sur le plan politique pour la Fédération étaient beaucoup plus larges que ça. Parce qu'on était, comme a été l'histoire, ma petite histoire dans la francophonie avec la Fédération, c'est souvent un déchirement avec notre loyauté à la francophonie en général. Moi, je ne peux pas être sympathique aux Québécois parce que c'est des francophones comme nous, c'est des minoritaires, pas sur le territoire canadien, mais sur le continent comme nous. C'est sûr qu'ils ont d'infrastructures, c'est sûr qu'ils ont des modèles de gouvernance et des capacités de prendre des décisions que nous, on n'a pas. Mais comme francophones, tu ne peux pas juste ignorer leurs besoins et leur désir de cheminer. Donc, ça, c'est un problème. Deuxième problème, ou deuxième défi, c'est vraiment, comme on n'est pas vraiment des francophones en Québec, on est des francophones et des Acadiens qui vivent sur le territoire canadien.
Puis, il ne faut pas se définir, d'après moi, il ne fallait pas se définir, parce que ça a été la grande discussion pour très longtemps sur le changement de nom. Puis, je n'irai pas dans les détails, mais c'est quand même important. Là, évidemment, il y a eu le fameux dossier de Meach. L'arrivée de Mulroney au pouvoir, moi, je suis souvent identifié comme un libéral, mais le plus grand ami francophone, des francophones d'après moi, des politiciens, tout probablement à l'exception de chrétiens dans les 25, 30 et 40 dernières années, ça a été Brian Mulroney. Brian Mulroney, premièrement, sa fameuse déclaration au Manitoba, c'est pas seulement qu'elle a ramené le Québec dans le giron de la Constitution canadienne, mais elle a assuré les droits des francophones. Donc, ça a été, puis ça a amené à toute la discussion sur Meach, et je n'entrais pas dans les détails, mais la Fédération a été beaucoup impliquée, très active à avoir des dialogues, pas seulement avec le gouvernement fédéral, mais avec aussi les gouvernements de certaines provinces. OK. L'autre, je dirais, grand événement, pour moi, ça a été l'amendement de l'article de la loi sur les langues officielles de 88. Ça a été, puis ça a été créé dans un contexte où c'était Lucien Bouchard qui était le secrétaire d'État à ce temps-là, qui était le ministre, que autant qu'il pouvait être indépendantiste, autant que d'après moi, c'était un des grands défendeurs des francophones vivant à l'extérieur du Québec. Ce bonhomme-là, il était absolument extraordinaire. Évidemment, il y avait un pouvoir énorme pour un ministre. Il était l'ami personnel du premier ministre. Le premier ministre, il faisait confiance sur ça, c'est avant, effectivement, qu'il parte. Donc, nous, on s'est liés d'amitié avec ce bonhomme-là. Et il a fait bouger des choses, des montagnes. Il a permis les amendements à la loi sur les langues officielles pour reconnaître les droits collectifs des francophones. Jusqu'à date, on avait les droits des services francophones. On avait le droit, mais on n'avait jamais été reconnu dans la loi comme ayant des droits d'exister comme collectivité. Et ça, d'après moi, ça a changé constamment le cours sur l'avenir de la francophonie pour encore aujourd'hui. Puis ça continue à le faire. Donc, ça, c'était l'autre. Puis ça, ce contexte-là, c'est intéressant. Je te raconte une petite histoire qui ne sera pas acceptable, mais aujourd'hui, en termes internes, qui ne sont pas au centre ici. Mais durant il y avait eu un cas de cour, le cas Mercure, en Saskatchewan, où le droit des francophones de l'Ouest, autant, n'avait pas été reconnu par la Cour. Donc, le gouvernement fédéral, qui était surtout Lucien Bouchard, avait décidé qu'il allait investir de l'argent pour bâtir l'infrastructure en Saskatchewan. Finalement, ça finit par un entente, quand même en 88, de 57 millions de dollars, qui était quand même énorme en ce temps-là. Mais la petite histoire un petit peu drôle, c'est que j'avais consultation avec des amis. J'avais un ami qui travaillait à Air Canada. Puis durant cette crise-là avec le Saskatchewan, le premier ministre était Devine. On avait décidé, voulait trouver un moyen de rencontrer le premier ministre pour avoir son accord. Le fédéral était prêt à mettre l'argent dedans. J'ai parlé à un ami qui travaillait à Air Canada. J'ai dit, j'ai entendu dire que le premier ministre Devine s'en allait à Toronto pour une conférence. Tel. J'ai dit, c'est possible d'avoir un siège à côté de lui. Ça, c'est en 88. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. OK? Il y a tous les lois sur. Elle dit, laisse-moi ça pour quelques jours, je te reviens. Elle dit, oui, il part de telle heure, il part. Elle dit, tu as le siège à côté. C'est quand je dis que le monde a bien changé. Ces temps-là, premièrement, on avait beaucoup accès à la très haute bureaucratie. OK, les sous-ministres, on pouvait les rencontrer quasi à volonté. Puis ce temps-là, les sous-ministres, je peux dire, c'était des experts dans leur domaine. C'est plus comme c'est maintenant. Maintenant, les sous-ministres, on échange à tous les
année et demie, tous 2 ans, des gens qui viennent un peu de partout. C'est pas. Le sous-ministre de la Santé, souvent, ne prenait rien dans le domaine de la santé, malheureusement. Non. Ce n'était pas le cas dans les années 80-90. Donc, tout ça a beaucoup changé. Le 5e point que je pense qui a marqué Là, je vous arrête dans quelques Oui, minutes. OK. Le dernier point, ce serait, je dirais, c'est de bâtir, aider les communautés à bâtir des infrastructures. C'était le début de discussion, pas de discussion, oui, dialogue, mais avant ça, il y avait eu toute la question de savoir, par exemple, dans le domaine de la santé, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, puis ça, des gens comme Hubert ont joué un rôle absolument extrêmement important, mais ce dossier-là, avec Paul Barry, Paul-André Barry, etc. L'économie, c'était la même chose. Donc, la Fédération embauchait des gens pour réfléchir et travailler avec les gens des communautés pour bâtir des infrastructures dans différents secteurs d'activité. Donc, je vous laisse avec ça. Merci beaucoup. Monsieur Gauthier, vous nous parlez un peu de votre comment FCFA ou FFHQ dans votre cas? FFHQ dans mon cas. Je comprends le débat qu'il y a eu par après pour changer le nom et tout ça. Je ne parlerai pas beaucoup de ça. Je pense que je vais vous parler, c'est marqué, on est des anciens, je pense. Ah oui, c'est drôle. Donc, je vais parler un petit peu d'histoire pour vous raconter un petit peu comment on a créé de rien une organisation. Vous êtes 25, on était 3. Quand on a créé la FFHQ. Et comment on a créé la FFHQ? Ben, un petit peu, vous avez parlé du contexte à l'époque. Les francophones hors Québec étaient regroupés, quand ils se regroupaient entre eux, par des organismes québécois, en particulier la CELF. La CELF, qui était un organisme d'éducation, quand on allait là, il fallait parler d'éducation. Puis le contexte était aussi à la montée de la souveraineté au Québec. Et on se sentait là-dedans beaucoup à l'étroit. Et donc, c'est ça. Puis moi, je dirais la CELF, merci, parce qu'ils nous ont permis de se regrouper. Et ils nous ont tassés. Merci de nous avoir tassés. Ou bien on parlait de l'éducation, ou bien on s'en allait chez nous. Un petit peu, c'était comme ça. Donc, on a décidé, entre nous autres, dans ces réunions-là, de dire qu'il faudrait avoir une organisation, nous autres, qui parle pour nous autres. Et donc, à ce moment-là, vous connaissez sans doute Michel Bastarache, qui a été juge de la Cour suprême. Il était, à ce moment-là, président de la SNA, qui était la Société nationale des Acadiens, qui regroupait les Acadiens des 3 provinces atlantiques à cette époque-là, donc l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse puis le Nouveau-Brunswick. Moi, j'étais le président de la Fédération des francophones de l'Ouest canadien, donc la Colombie, l'Alberta, le Manitoba, la Saskatchewan. Et donc, à nous deux, on représentait 7 des membres. Ça fait que là, on s'est dit, là, nous autres, on va chacun convaincre, moi, mes 4, toi, tes 3. Et puis là, on va se mettre ensemble, puis on convaincra l'Ontario, ils n'auront pas de choix. Et donc, c'est un petit peu comme ça, là, je vous dis. Et donc, on s'est dit, on va créer cet organisme-là. Mais là, une fois ça dit, là, nos pères, parce que nos pères, ils travaillaient avec les Québécois, la CELF et tout ça. Et quand je dis nos pères, souvent, ils étaient à nos conseils d'administration. On les appelait l'élite. Donc, des gens, nous autres, on avait 26, 27, 28 ans, comme je vous disais tantôt. Mon père avait 50, 60. Et là, eux, ils nous trouvaient baveux pas mal. Ils trouvaient qu'on allait trop vite et qu'on allait brûler des ponts et qu'on allait tout casser. Et donc, il fallait les convaincre eux autres aussi. Et donc, les premiers à convaincre, c'était nos gangs respectifs. On a réussi à faire ça. Assez pour être capable de dire, tout le monde était d'accord qu'on devait créer un organisme qui s'appellerait à ce moment-là la FFHQ. On vous dire pourquoi. À la CELF, ils disaient les HQ, les Hors-Québec. Ils nous parlaient des Hors-Québec. Fait que là, nous autres, on était un peu insultés de ça. On disait, il me semble qu'on vaut plus cher que ça. Donc, des fois, je dis merci beaucoup à la CELF qui nous a allumé une chandelle sous, vous savez quoi. Notre positionnement aussi, bon, on a créé l'organisation. Là, je vous fais grâce de plein de détails quand on crée une affaire de même. Tu sais, moi, là, Nicolas, vous n'êtes plus là, mais il fallait louer un local. D'abord, moi, il fallait que je déménage de Winnipeg et puis là, m'en venir à Ottawa, laisser mon pays,
m'en venir ici. Bon, c'était une aventure juste ça, là. Je pourrais en raconter, ma femme pourrait en raconter probablement beaucoup plus. Donc, on est parti de rien, on a bâti ça. Et souvent, on faisait un consensus, mais je dirais pour chaque consensus, il y avait du monde dans notre gang qui essayait de défaire le consensus. Pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils trouvaient que peut-être on allait trop vite. Et je vais vous parler de la posture politique qu'on avait. Donc, à la FFHQ, on s'est dit, tu l'as dit un peu tantôt, on ne voulait pas juste aller sur la place publique, quand il est sur la table et tout ça, on s'est dit, ça nous prend un contenu. Et on a finalement, la FFHQ de mon époque, on a fait 3 documents majeurs pour se positionner et de faire ce que Bastarache appelait ça notre manifeste. Et puis on disait effectivement, c'était un manifesto. N'oubliez pas dans quelles années qu'on était là. On était dans les années, Pierre-Éliott Trudeau, tu as parlé de Trudeau, mais nous autres, on a eu l'autre Trudeau. Et donc, lui, il avait 40 ans, à peu près, qu'il était premier ministre du pays. Nous autres, on était un peu plus jeunes. Donc, c'était l'époque où les jeunes prenaient la place et bon, c'était comme ça. Aujourd'hui, je pense que ça pourrait être différent probablement. Donc, on a rédigé les héritiers de Lord Durham, comme vous savez, 2 poids, 2 mesures, parce que le monde disait, ouais, mais les pauvres anglophones du Québec. Mais là, on disait, un instant là, et on a fait un document là-dessus. Et le 3e, c'était pour ne plus être sans pays. Alors, c'était les 3 documents, je dirais, qui avaient tendance à dire ancrer je ne sais pas si. Je pense qu'encore aujourd'hui, ça a une certaine influence. Moi, je suis particulièrement fier de cet aspect-là. Et tout le monde les a signés. Tout le monde. Notre approche, donc ça, c'était un peu notre création. Notre approche a été, c'est très simple, une approche de positionnement offensif plutôt que défensif. Et ça, nos pères, ils n'aimaient pas ça. Parce qu'ils disaient, vous allez créer du trouble. Puis offensif, ça voulait dire à Pierre-Éliott Trudeau, tu parles beaucoup, mais tu livres peu. C'était ça qu'on trouvait, nous. Puis on l'a dit dans les héritiers de Lord Durham, si vous regardez comme il faut, Pierre-Éliott Trudeau, on lui a dit, dans le fond, tu as fait la loi des langues officielles, on est très content de ça, mais là, le restant, pour les communautés francophones, 0. Il n'aimait pas ça. D'ailleurs, quand on l'a rencontré, il nous a dit 2 affaires. Vous n'avez pas été très gentil à mon égard. Puis l'autre affaire qu'il a dit, on l'a cité d'ailleurs, si vous regardez les héritiers de Lord Durham, il avait dit, si les francophones au Québec ne sont pas contents, qu'ils déménagent donc au Québec. Ça, c'est une citation qu'on a trouvée dans nos recherches. Donc, notre positionnement, c'était vraiment un positionnement offensif plutôt que défensif. Puis je pourrais vous donner exemple, une petite anecdote. Il y avait un sous-ministre qui est venu me dire à un moment donné, après qu'on a eu fait les héritiers et tout ça, on voulait plus être au secrétariat d'État. On trouvait qu'on était une sous-subalterne, puis on cherchait à avoir presque un ministère. Puis là, eux autres, il n'y en était pas question. Et même, ils nous disaient, la manière qu'on va vous traiter, vous voulez ces sortes d'affaires-là, on ne vous les donnera pas, mais on va vous noyer dans l'argent. Ce qu'ils ont fait. Parce que quand tu as des subventions, il faut que tu écrives des rapports. Il faut que tu... bon. Alors, ils ont eu raison, mais ils nous ont dit ça un petit peu. Puis quand je regarde, après 50 ans, je me dis, ils ont fait un peu ça aussi. Donc, mais l'approche offensive, ça voulait dire aussi, quand on se faisait menacer, parce qu'on s'est fait menacer, on va couper vos subventions si vous continuez à être des méchants comme vous êtes, parce qu'on était souvent dans les médias. Et puis là, ben nous autres, à cet âge-là, je ne sais pas si on ferait ça aujourd'hui, mais là, moi, je parlais au DG, puis je parlais à vos présidents, mais là, on va faire une conférence de presse, puis on va les dénoncer, qu'ils on faisait ça. Puis là, ben, eux autres, quand on faisait ça, c'est une approche très offensive. Encore une fois, je ne sais pas si je recommanderais ça aujourd'hui, mais bon, quand je regarde ce que vous faites, j'écoutais votre président, je trouvais qu'il avait une position un petit peu plus offensive dans les derniers jours que j'ai déjà entendu. L'autre affaire, dernière affaire que je dirais, c'est par rapport au positionnement politique. Donc, à ce temps-là, l'évêque, séparatiste, souverainiste, etc., Trudeau, qui nous voulait de son côté, et surtout, Trudeau, à cette époque-là, il nous voulait dans son camp, à tout prix. Et là, puis l'évêque, de son côté, il disait souvent, ils sont des dead ducks. Vous avez entendu ça peut-être? Oui. Il avait dit ça au Manitoba chez nous.
Et quand on l'a rencontré, l'évêque, on lui a dit ça. Et là, il dit, ben, vous êtes une gang de jeunes. Il dit, je ne peux pas faire autrement que respecter la jeunesse et l'énergie. Ça, pour nous autres, ça va être une victoire. Puis en plus, il nous a accordé du financement pour 2 postes. Ottawa est encore après négocier pour de l'argent. Donc, notre positionnement, c'est on ne vend pas notre âme ni à Ottawa, ni au Québec. Toutefois, un peu comme tu disais, Aurel, on avait une sensibilité par rapport au Québec. Et on voulait des liens, c'est des francophones. C'est pas d'autre chose que ça. Donc, on se disait, on ne peut pas les lâcher, puis ils ne peuvent pas nous lâcher. Et puis Trudeau, il voulait qu'on les lâche. Et il n'aimait pas ça. Moi, j'allais faire des discours à la Société Saint-Jean-Baptiste au Québec. Et puis là, ben, on avait de la presse avec ça. Et ça, ben, Ottawa n'aimait pas ça. Mais ça, c'était notre position, par rapport à l'époque dans laquelle on était. Donc, en gros, je vais arrêter là parce que je pourrais en parler ils m'ont interviewé tantôt, je vais parler pour 1h30. Merci beaucoup. Alors, C'est de l'histoire, hein? C'est l'histoire. je lance la dernière question. Vous intervenez dans l'ordre que vous voulez. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir? Comment vous voyez l'avenir de la FCFA ou peut-être plus largement du réseau franco-canadien? Quels peuvent être ses défis, ses opportunités? Comment vous voyez l'avenir? Aurel, vous êtes prêt? Oui, moi, comme d'habitude, j'ai souvent des opinions qui sont pas toujours, je dirais, qui font l'affaire de la majorité. Mais je dirais que la francophonie francophone au niveau externe va vivre une période, je dirais, challenging, une période difficile. Actuellement, le monde est en train de changer. L'intérêt pour les enjeux internes au pays, que ce soit question de langue, que ce soit question de culture, que ce soit question de presque tout ce qui n'est pas, je dirais, économique et tout ce qui n'est pas sécurité et tout ce qui n'est pas international en termes de notre survivance comme pays, va prendre le dessus de l'agenda. Donc, Alain, je te demande d'être agressif, mais patient en même temps. Donc, ça, ce sera un premier commentaire. Le deuxième commentaire, moi, je pense qu'il faut presque nous réinventer. Je pense qu'on a souvent tendance à se voir encore comme minoritaire. Et on a souvent encore, je dirais, des réflexes de minoritaire. Puis moi, je dis qu'on est majoritaire, qu'on est minoritaire en nombre, mais qu'on fait partie de la majorité au niveau de nos capacités et au niveau du rôle qu'on est capable de jouer, autant à l'intérieur de la francophonie qu'à l'intérieur de nos systèmes, je dirais, nos systèmes intégrés, nos systèmes politiques et économiques. Et je pense qu'il y a une réflexion à savoir comment faire ça dans les prochaines années. D'après moi, si je voulais, moi, je ne me considère pas minoritaire, je m'excuse. Je viens d'une communauté qui a été minoritaire, mais cette communauté-là n'est plus minoritaire. Et de plus en plus, elle ne se voit plus comme minoritaire. Puis je pense que le reste de la francophonie canadienne a intérêt à de moins en moins se voir comme minoritaire et se voir comme étant vraiment des collectivités contribuant de manière importante à la réussite du pays. Et ça, comment y arriver, je n'ai pas suffisamment réfléchi, je ne suis pas sûr que ça fait consensus non plus. Puis je dirais que le leadership, malgré que je suis ça un peu de loin, Alain, mais je trouve que vous faites un excellent travail. Les dernières années, je trouve que vos positions sont bien articulées. Je pense que souvent, ils sont très bien pondérés. Je trouve que vous faites beaucoup d'efforts pour emmener les gens, autant de votre communauté que des gens externes. Donc, je vous félicite. C'est un excellent travail que vous faites. Mais je dirais que le leadership en général, dans le monde qu'on vit, est réinventé, incluant le leadership francophone. Et ça, j'aimerais avoir une bonne discussion avec les gens sur cette question-là dans l'avenir, qu'on n'a pas le temps d'avoir aujourd'hui. Parce qu'effectivement, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est que ça prend des différentes habilités, puis ça prend des différentes capacités pour être capable d'être, je dirais, efficace et influent dans l'avenir de ce qui va se passer comme communauté, mais aussi comme pays. Merci, Aurel. Ça donne un programme pour les chairs. Ça donne un programme pour le CRCCA aussi. Allons-y. Lise.
l'avenir. C'est vrai que la francophonie avait un nouveau visage et ça, c'est une richesse énorme. Il faut bien l'accueillir. Mais je dirais que pour la FCFA, ce qui va être important, c'est de s'assurer de ne pas s'éparpiller et de mettre ses énergies là où on peut avoir le plus d'impact. Parce qu'à un moment donné, on nous confie toutes sortes de mandats et puis on n'a pas les ressources nécessaires pour être en mesure de, de bien mobiliser le travail qu'il y a à faire. Alors, au niveau politique, je pense que ça demeure la voie la plus importante et peut-être qu'il faut se redéfinir aussi, mais moi, je pense que effectivement, la FCFA fait un travail extraordinaire. Là, je vous suis de loin, là. Mais vous êtes dans les médias, vos positionnements, vos positions sont bien articulées, sont bien nuancées, mais en même temps, elles ont un impact. Monsieur Plessis, voulez-vous... Moi, je dirais deux choses. On a été amené à discuter dans le cadre de droits individuels. La loi des langues officielles, c'est une loi de droits individuels. Et vous le lirez, je me rappelle les débats qu'on faisait quand on discutait pour le plus ancien pays. On disait qu'il faut trouver une manière d'avoir une approche de droit collectif. Et pas juste parce que les petites communautés, il faut penser, oui, Aurel, on peut penser d'être majoritaire, mais quand on nous traite en droit individuel, on nous pousse presque dans le coin d'être dans des positions défensives. Il faut que tu revendiques ton service, un par un, c'est le principe. Les écoles, c'était comme ça, la santé, c'est comme ça. On vous l'offre, le service. Oui, mais il faut que tu te battes quasiment un par un. Bon. Alors, moi, la question des droits collectifs, on l'avait écrit pour notre usage sans payer, puis le monde avait dit, êtes-vous malade? Tu sais, les droits collectifs, on revient à la commission Laurando d'Angoulême avec les secteurs et tout ça. Mais je pense qu'il y a une réflexion à faire sur... Moi, je pense que l'avenir des francophones en situation minoritaire, ça va passer probablement trouver une manière de s'organiser comme collectivité, puis pas juste comme une gang d'individus d'un côté de l'autre. C'est la chose que je souhaiterais le plus possible. Mot de la fin, Alain, sur l'avenir, c'est vous, c'est votre équipe. Il faut que je dise quelque chose de positif, je pense, parce que ça serait mal vu sinon, mais c'est sûr qu'on fait face à des grands défis en ce moment. Je vais en parler un peu des défis parce que c'est pas insurmontable, mais il y en a plusieurs. On a développé un réseau d'organisations de la société civile d'à peu près, ça dépend là, du recensement, mais jusqu'à 600 organisations de la société civile. Ça, c'est quand même impressionnant quand on regarde dans 12 provinces et territoires, on est dans tous les secteurs, on s'est organisé. Mais avec ça vient aussi une grande fragilité et fragilisation d'un réseau associatif qui nous a soutenus pendant plusieurs décennies. Est-ce que, puis aujourd'hui, avec les ressources qui sont limitées, on se retrouve avec probablement trop d'organisations pour ce qui est viable. Et j'ai été DG d'un petit organisme avant la FCFA. C'est pas tout le monde de la prochaine génération qui va vouloir faire un salaire de crève-faim et se battre pour la cause à tout prix, alors qu'on est la jeunesse la plus formée et éduquée depuis toutes ces générations-là. Donc, il y a quelque chose, il y a une fragilité, il y a une consolidation, je pense, de nos structures à faire dans les prochaines années qui va être importante. Et on ne le fait pas à cause de compression budgétaire, mais surtout, on parlait de travailler en silo, là, ben, c'est un bel exemple. 600, c'est beaucoup et c'est bien et c'est une grande force, mais en même temps aussi, il va falloir qu'on consolide ça dans un réseau aussi qui soit durable. Ça, c'est une réflexion qui est en cours beaucoup avec notre membership en ce moment. Ensuite, je pense que la question de l'inclusion, elle est fondamentale.
si le visage des communautés francophones va changer autant dans les prochaines années, et on l'a souhaité, on l'a demandé, il va falloir aussi repenser ce que ça veut dire être francophone et comment on s'associe à cette francophonie-là. Et ça veut dire aussi pour nos structures politiques et communautaires, on va devoir vraiment faire un travail d'inclusion, de repenser les structures. La FCFA l'a fait. Pour la première fois depuis quelques années maintenant, on a un CA qui est élu parmi tous les citoyens francophones de nos communautés. Tout francophone qui habite hors Québec peut se présenter à notre CA. Et ensuite, ce sont les membres qui sélectionnent, mais on a vu déjà notre gouvernance a un visage beaucoup plus représentatif de la francophonie d'aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est super important pour la légitimité même de nos organisations, leur légitimité politique et de leur avenir. Donc, ce travail d'inclusion-là doit aussi venir avec le développement d'un nouveau narratif commun et des occasions comme celle-ci de raconter un peu toute cette histoire politique-là. Je trouve ça super important parce que ces luttes-là, elles sont inspirantes, elles sont mobilisantes, mais on ne fait pas suffisamment raconter ces luttes-là à la prochaine génération. Moi, c'est ce qui m'a donné la piqûre à 16 ans de m'impliquer, c'est qu'on m'a raconté les combats et à quel point on a eu des victoires. C'était pas facile, mais ça a bâti une résilience. Et je pense qu'aussi, il faut faire des parallèles entre ces luttes-là et les luttes des nouveaux arrivants qui vivent toutes sortes d'autres, qui repartent à zéro leur vie, mais aussi, il y a toutes sortes de liens à faire avec les décolonisations, la reprise d'un pouvoir qui a été perdu, s'affirmer dans son identité avec confiance. Et je pense que si on réussit à développer un narratif commun, même si on a des origines très diverses, autour de ce combat, de cette lutte pour l'existence et un affranchissement finalement de ce qui nous a exclus, je pense qu'on pourra réussir. Mais ça va prendre beaucoup de travail, beaucoup de dialogue. Et on est là-dedans depuis les dernières années. On va continuer à l'être pour la prochaine génération. Donc, je pense qu'on est assis sur une belle fédération. On a 25 membres maintenant qui représentent vraiment tous les grands secteurs de la francophonie. Et depuis les dernières années, on est allé chercher les collèges et universités, le secteur scolaire, le développement économique, toutes sortes d'organisations qui gravitaient un peu autour de la FCFA, mais qui n'étaient pas membres. Et maintenant, avec ce réseau de 25, je pense qu'il y a vraiment là une force politique importante. Et je vais terminer là-dessus. La FCFA est aujourd'hui reconnue sur la colline parlementaire. C'est en moyenne 150 rencontres par année qu'on fait avec notre réseau, avec des parlementaires de tous les partis. On a beaucoup travaillé pour renforcer cette place-là, non seulement avec les politiciens, mais aussi avec la fonction publique. Et donc, je pense qu'on a tout en place pour réussir et surmonter ces défis-là. Mais il va falloir faire du gros travail. Et le dernier point, parce qu'on en a beaucoup parlé, le Québec. Je pense que de plus en plus, le fait qu'on parle de la fragilité du français au Québec, c'est aussi une occasion de développer de nouvelles solidarités. On l'a vu avec la loi sur les langues officielles. Le Québec a appuyé cette loi-là. On a maintenant une loi aussi qui reconnaît une certaine asymétrie entre les langues officielles. Et c'est bienvenu, je pense. On peut faire du millage avec ça. Et on devrait aussi commencer ou reprendre cette réflexion collective sur le français sur l'ensemble du territoire, qui sera asymétrique, qui aura des lieux de pouvoir et des influences différentes. Mais dans les dernières années, on a beaucoup travaillé cet axe-là et de voir le drapeau franco-ontarien flotter à l'Assemblée nationale le jeudi noir, ça reste un moment important qui montre le potentiel de cette solidarité entre les francophones. Merci. Offrir la possibilité peut-être de faire un ou deux commentaires, de poser une ou deux questions. Je voudrais donner la parole à Danica. Oui, merci beaucoup, Anne. Merci de m'avoir invité à faire un commentaire aujourd'hui sur ce panel. Donc, merci à vous tous de nous avoir partagé vos expériences. Je partage un petit peu la vision à Alain de ce point de vue-là, que pour moi aussi, connaître un peu les combats de ce qui s'est passé, c'est ce qui m'a poussé. Ben, il y a Michel aussi qui m'a poussé, là, mais c'est ce qui m'a poussé.
c'est ce qui m'a poussé à m'intéresser à l'histoire franco-ontarienne, canadienne-française, puis surtout au réseau associatif. Donc, dans mes recherches, donc comme Anne l'a mentionné plus tôt, je m'intéresse à l'histoire de l'éducation en communauté minoritaire. Donc, puis je m'intéresse surtout au réseau associatif, donc l'ACFO, l'ACFA en Alberta, la SAND, la Société franco-manitobaine. Puis, je me suis beaucoup intéressée à la SELF aussi pour la dimension nationale, et puis à la FFHQ aussi pour ses revendications politiques par rapport justement aux droits scolaires. Donc, justement, leur combat, puis j'ai trouvé passionnant dans mes recherches de voir, puis c'est motivant, c'est ce qui m'a, dans le fond, poussé vraiment à poursuivre au doctorat et à faire ma thèse dans ce domaine-là. Donc, merci beaucoup pour vos présentations. Ça a été pour moi, c'était très enrichissant. Je vais 50 ans d'histoire, c'est beaucoup. Donc, je ne prendrai pas 15 minutes pour faire une petite synthèse, mais avec ce que vous m'avez dit, je vais retracer un petit peu les grandes orientations de la FFHQ, de la FCFA, et puis je vais faire quelques petits ajouts de ce que moi, personnellement, j'ai vu dans mes recherches également. Donc, comme vous l'avez mentionné, donc depuis sa création en 1975, la FFHQ se présente comme le bras politique des associations provinciales francophones. Elle adopte une approche très dénonciatrice et offensive, comme vous l'avez dit. Puis ça, je peux le voir dans les documents d'archives, c'est très, juste le ton utilisé, c'est super. Elle fait état de la situation globale des minorités de langue française, des dangers d'effritement linguistique et culturel, ainsi que la disparité des services qu'ils jouissent en comparaison aux anglophones du Québec. Donc, dans les manifestes, notamment comme l'exercice de Lord Durham, la FFHQ va publier des dossiers qui contribuent à sensibiliser l'opinion publique à la situation démographique, juridique, économique, sociale et éducationnelle des minorités. Son objectif va consister à accroître le degré d'autonomie des communautés francophones, notamment par la reconnaissance officielle, concrète, pratique et institutionnalisée de la langue française dans les provinces, notamment un système scolaire. Donc, elle s'investit de front depuis ses débuts dans les dossiers qui ont une incidence particulière sur le développement communautaire, dont l'économie, les communications, donc ses rencontres avec le CRTC, par exemple, la santé et l'éducation. Donc, comme vous l'avez mentionné, la conjoncture des années 1980 et 90 va faire en sorte que le dossier constitutionnel va accaparer une bonne partie de ses ressources. Dans les négociations constitutionnelles qui mènent au rapatriement de la Constitution en 1982, la FFHQ convient que le renouvellement constitutionnel passe par l'autonomisation institutionnelle et politique des minorités francophones, ainsi que leur reconnaissance comme étant l'un des deux peuples fondateurs du Canada. Au lendemain du rapatriement et à l'adoption de la charte, et éventuellement dans la nouvelle ronde de négociations constitutionnelles qui viendra plus tard dans les années 80, les francophones continueront de revendiquer une quelconque forme de reconnaissance de leurs droits collectifs, comme vous l'avez mentionné, dans le domaine scolaire notamment. Donc, en fait, la FFHQ entreprend une campagne de sensibilisation des parents francophones sur les dispositions de l'article 23 de la Charte, qui dit que les parents de langue maternelle française ont le droit de faire instruire leurs enfants en français là où le nombre le justifie. Il faudra toutefois aller maintes fois devant les tribunaux, donc à travers les provinces qui vont mener jusqu'à l'arrêt Mahé en 1990, qui va éventuellement donner la gestion scolaire aux francophones. Donc, non seulement est-ce que la FFHQ va s'investir dans le dossier de l'éducation, mais elle va également s'investir dans le dossier de la petite enfance et de l'enseignement postsecondaire, comme vous l'avez tous mentionné, à l'extérieur du Québec. Donc, question qui préoccupe la FFHQ et la FCFA, donc 40 ans plus tard, lors des États généraux sur le postsecondaire en 2021-2022. Dès sa fondation, la FFHQ avait noué des liens importants avec le gouvernement péquiste, comme vous l'avez mentionné. Il partageait à l'intérieur de certaines... Le gouvernement du Québec. Oui. Le gouvernement du Québec, merci. Pas pareil. Il partageait à l'intérieur de certaines limites l'idée que le Québec et les minorités avaient une expérience et un destin commun. Donc, dans les années 80, la question de l'application de la Charte et le débat constitutionnel menant à Mitch en 1987 vont brouiller un peu ces relations-là. Donc, si la FFHQ va se réjouir que le Québec peut obtenir un statut de société distincte, elle se désole du fait que l'entente n'offre pas aux francophones à l'extérieur du Québec la reconnaissance qu'elle souhaite recevoir. Donc, pour pouvoir faire plus efficacement
partie de ces négociations entre le Québec et Ottawa, elle va ouvrir un bureau à Québec en 1988. Donc, bureau qui lui permettra de resserrer un peu les liens avec la société québécoise. Donc, une nouvelle impulsion est donc donnée à la relation avec le gouvernement du Québec à cette époque, qui sera à la base de la politique que le gouvernement du Québec adoptera à l'égard des communautés francophones en 1995. Donc, il y a un document en 93 qui est le titre m'échappe, mais qui va être à la base de cette politique-là. En fait, il importe de mieux souligner que ces dernières décennies ont été l'occasion d'un réel rapprochement entre la francophonie canadienne et la société civile québécoise, comme vous l'avez mentionné. Donc, on peut noter les forums de concertation en 1997 et 2004, les tournées des régions depuis 2005, et puis le sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes en juin 2021. Donc, et puis là, on peut le voir dès 1990, donc il y a un nouveau souffle, si on peut dire, à l'association qui va justement lui apporter de changer son nom à la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Donc, les minorités vont assumer un peu la place qu'ils entendent occuper au sein du pays, étant non plus des hors-Québec. La relation qu'elle entretient avec le gouvernement fédéral, vous l'avez bien dit, va évoluer au fil du temps. Donc, mais elle va demeurer une actrice politique incontournable. Et c'est ce que j'ai pu voir dans mes recherches par rapport à la question scolaire. Donc, la FFHQ a toujours un mot à dire. Donc, les associations provinciales vont mener leur propre lutte, mais la FFHQ est vraiment présente. Donc, elle va participer aux travaux de la réforme sur la loi sur les langues officielles. Et puis, en mars 2003, alors que le gouvernement fédéral lance son premier plan d'action pour les langues officielles, pour donner un nouvel élan à la dualité linguistique au Canada, la FCFA participe directement à l'élaboration de la politique gouvernementale. Donc oui, il y a des hauts et des bas. Parfois, ils vont faire la sourde oreille, mais il y a quand même cette implication et comme vous l'avez dit maintenant, vous avez une place sur la colline parlementaire, donc il y a cette évolution-là qui, dans le fond, comparativement à 1975, est très différente. Donc, elle va entrer dans le 21e siècle avec une approche fondée sur le dialogue et l'ouverture pour renforcer les liens des communautés francophones et des autres composants de la société. Donc, que ce soit les anglophones, les francophones du Québec, les peuples autochtones et les communautés ethnoculturelles et immigrantes. Donc, qui va faire en sorte que sa vision de la francophonie va changer énormément. Elle va se doter de nouveaux discours et de nouvelles pratiques. Donc, sur le seuil de l'accueil et de l'inclusion. La FCFA devient, dans le fond, dans les 2 dernières décennies, une force mobilisatrice dans le dossier des migrations. Elle aborde de front les enjeux démographiques, la redéfinition identitaire et les lacunes surtout liées au service de l'immigration. Donc, bref, 50 ans après la fondation, la FCFA, on ne peut pas dire qu'elle n'incarne pas un acteur politique, social et culturel important. Donc, elle est porteuse de mémoire, des luttes linguistiques et promoteur d'une francophonie tournée vers l'avenir. Ses réalisations sont nombreuses, on ne peut pas les compter. Donc, que ce soit la reconnaissance constitutionnelle du droit à l'éducation, la consolidation institutionnelle, la défense de la santé, et notamment elle participera à la défense pendant la lutte pour l'hôpital Montfort, défense de la santé et de la petite enfance et le dialogue intercommunautaire et le rapprochement avec le Québec. Donc, malgré tout ça, c'est certain qu'il y a des défis, le sous-financement chronique, la fragilité démographique, comme vous l'avez mentionné, et l'érosion du français au Canada rappelle que rien n'est acquis. Donc, la FCFA doit sans cesse revendiquer ses ressources, des ressources adéquates et doit adapter son action aux mutations sociales. Donc, en retraçant ce demi-siècle d'initiatives-là, les membres du panel ont, d'après moi, vraiment démontré cette belle évolution qui n'a pas été sans embûche, mais qui va démontrer la constance de son engagement et de sa conviction que la francophonie canadienne, loin d'être marginale, constitue un pilier fondateur du Canada. Donc, je vous remercie encore une fois. Ça a été pour moi un super panel. Que je vais vous inviter à poser des questions individuellement pendant la pause aux membres du panel parce qu'on a quand même déjà un certain retard. Il y a d'autres activités prévues. Je vais à mon tour très rapidement remercier les membres du panel. Anne, et merci encore une fois Danica pour ta présence et ton esprit de synthèse encore une fois.
donc, pour ces échanges, ces discussions tout à fait passionnantes. Ça va se poursuivre. Je vous propose qu'on prenne une petite pause de 5 à 7 minutes, que chacun se prenne un verre, se serve un verre, parce qu'on va aussi procéder au vernissage de notre exposition annuelle qui porte sur les 50 ans de la FCFA dans quelques minutes, donc ce sera plus informel. Donc, merci de rester avec nous et on va poursuivre la discussion en quelques instants, encore une fois, dans un autre contexte. Et encore une fois, merci de votre